Donc bonjour, chapitre 17, énergie mécanique et travail d'une force. Alors c'est une leçon très importante en physique, cette leçon, parce qu'elle permet de faire le lien entre différents domaines des sciences physiques. Elle permet de faire le lien entre l'optique, mettons, et la mécanique, entre la chimie et la thermodynamique. Voilà. Alors pour vous donner un exemple, par exemple on dit que une voiture consomme 3 litres d'essence pour parcourir 100 km. 4 litres d'essence pour parcourir 100 km. Ça on peut le calculer. On peut le calculer en faisant une étude énergétique de la voiture, de l'essence et de la voiture. C'est-à-dire que l'essence possède de l'énergie chimique. Ça se calcule, elle possède tant d'énergie en joules, l'essence. Cette énergie chimique va être donnée à la voiture, donc la voiture va recevoir toute cette énergie chimique, et la voiture va transformer cette énergie chimique en énergie mécanique, en énergie cinétique, voilà, et ça va faire qu'elle va rouler 100 km. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une grandeur très importante, parce que voilà, elle permet de relier différents domaines des sciences physiques. Voilà, alors donc c'est un peu une leçon longue aussi parce qu'il y a des démonstrations, voilà, il y a pas mal de démonstrations, donc c'est une leçon un peu longue. Alors vous avez déjà vu quelques notions, donc bon, je vais pas aller doucement, hein, parce que vous connaissez déjà, mais je vais quand même faire les rappels nécessaires. Bon, donc on y va. Alors, donc énergie cinétique de translation. Alors ça se note EC, hein, E comme énergie, C comme cinétique, c'est 1,5 de mv2, ça vous devez le savoir, hein, 1,5 de mv2. La M c'est la masse en kilogrammes, V c'est la vitesse du corps, Donc l'énergie cinétique c'est l'énergie que possède un corps quand il se déplace à une certaine V, à une certaine vitesse. Et l'énergie cinétique c'est l'énergie d'une façon générale c'est en joules. Alors l'énergie potentielle de pesanteur. Donc alors je reprends un peu depuis le début, quand est-ce qu'un corps possède de l'énergie? Alors on dit qu'un corps possède de l'énergie s'il se déplace ou s'il est capable de provoquer un mouvement, hein, son propre mouvement ou un autre mouvement. Hein, voilà. Alors, du coup, ce stylo, là, il a de l'énergie parce qu'il se déplace. Voilà, il a de l'énergie cinétique. Alors si je pose ce stylo sur ma main, il n'a pas d'énergie, voilà, parce que on voit pas, il n'a pas de mouvement, petit 1, et puis on voit pas quel mouvement il pourrait provoquer. En revanche, si je le mets au-dessus de ma main, voilà, là il a d'énergie. Alors c'est une énergie en réserve, on appelle ça une énergie potentielle. Pourquoi? Parce que si je lâche le stylo, eh bien, il va provoquer son propre mouvement. D'accord? Donc le fait qu'il soit à une certaine altitude au-dessus de ma main, à une certaine hauteur au-dessus de ma main, fait qu'il a de l'énergie, une énergie dite potentielle. Voilà. Donc cette énergie, donc elle est liée à la hauteur. Hein. Plus il va être haut par rapport à ma main, plus il aura d'énergie. Hein. C'est-à-dire que par exemple à la place de ma main, si je mets un tas de sable, hein, si je lâche le stylo au-dessus du tas de sable comme ça va faire un petit trou, ça va déplacer un peu les grains de sable, mais si je le déplace beaucoup plus haut, l'impact sera plus grand et il va déplacer beaucoup les grains de sable. Donc il a plus d'énergie quand il est à une altitude élevée qu'à une altitude moins élevée. Donc cette énergie est liée à l'altitude, et sa formule c'est mgz. Bon, alors donc je lis, donc c'est l'énergie en réserve du corps due à son altitude, et la formule c'est mgz, la masse du corps, g c'est l'accélération de la pesanteur, 9,81, et z c'est l'altitude par rapport à sa position la plus basse. D'accord? Donc z égale 0, ça sera ici, mettons, d'accord, par le stylo. Si le stylo est ici, z égale 0, c'est là. Voilà, donc la masse en kilogrammes, l'altitude, z, la cote z en mètres, et l'énergie potentielle en joules. Voilà. Alors l'axe z, bien sûr, est orienté vers le haut. Voilà, z égale 0 représente l'altitude la plus basse du corps. Alors l'énergie mécanique, c'est tout simplement l'énergie du corps. Alors, si le stylo là il se déplace sur ma main, hein, le stylo il se déplace sur ma main, donc il a de l'énergie cinétique, c'est tout. Voilà. Mais s'il se déplace au-dessus de la table, hein, qui est ici, au-dessus de la table, il a de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle. Donc l'énergie du stylo là, ça va être la somme, voilà, son énergie totale, hein, ça va être la somme de l'énergie cinétique qu'il possède quand il se déplace et l'énergie liée à son altitude. Hein. Voilà, donc là il se déplace. Avec des vitesses différentes et des altitudes différentes, donc son énergie est différente à chaque fois.
Voilà, donc c'est l'énergie macroscopique du corps, énergie due à sa position et à sa vitesse, et c'est la somme, donc EC plus EP. Donc ça fait 1,5 de MV2 plus EP. Alors il y a plusieurs types d'énergie potentielle. Hein, pour le stylo, là, ça va être l'énergie potentielle de pesanteur. Voilà. Mais si c'est un électron, alors un électron il possède de l'énergie potentielle électrique. Donc voilà, c'est ça qui est important pour lui. L'énergie potentielle de l'électron, c'est pas très important. Hein. Ce qui est important, c'est l'énergie potentielle électrique. C'est ça qui lui donne beaucoup d'énergie. Voilà, et donc comment il a de l'énergie potentielle électrique? Tout simplement, le fait, voilà, un électron, quand il est dans un condensateur, il a de l'énergie potentielle électrique parce qu'il est dans un corps qui est chargé. Hein. Il suffit de mettre l'électron à côté d'un corps chargé, fait qu'il a de l'énergie potentielle électrique. Voilà. Bon, alors, maintenant, je crois, cette notion, vous ne la connaissez pas, la notion de travail, je ne crois pas. Donc, je définis la notion de travail d'une force. Alors, le travail d'une force, c'est une grandeur qui est liée au déplacement de cette force. Quand une force se déplace, eh bien, elle engendre de l'énergie. Hein. Par exemple, ma main, là, tracte vers le haut la calculatrice. Donc ma main exerce une force de traction verticalement vers le haut. Voilà, donc cette force de traction se déplace et elle engendre de l'énergie sur la calculatrice. Pourquoi? Parce que ma calculatrice, là, je la monte à vitesse constante. Je fais le bilan de l'énergie qu'elle possède. Donc, elle possède son énergie cinétique, hein, qui n'est pas modifiée puisqu'elle se déplace à vitesse constante. Et ici, la calculatrice a une certaine énergie potentielle parce qu'elle est au-dessus de la table. Voilà. Mais ici, la calculatrice est plus haut, donc elle gagne de l'énergie potentielle. Donc, quand j'exerce une force de traction comme ceci, eh bien, la calculatrice possède plus d'énergie mécanique. Hein. Son énergie mécanique augmente, hein, parce que son énergie potentielle augmente. Voilà. Alors, mais d'où vient cette augmentation d'énergie potentielle? Eh bien, tout simplement par le fait que ma main exerce une force de traction verticale vers le haut. Et donc, cette force de traction qui se déplace, on appelle ça un travail. Et c'est ça qui donne de l'énergie à ma calculatrice. Et ça se calcule. Hein. On peut calculer cette énergie apportée, due à la force. On appelle ça le travail d'une force. Alors ça se note comme ça. W, parce que ça vient de l'anglais works, hein, travail. Le travail de la force entre un point A et un point B. Hein, la force de traction, par exemple. Voilà, alors moi j'ai pas pris cet exemple-là, j'ai pris cet exemple-là, voilà. Donc j'ai un corps là qui est tracté hein, du point A au point B, voilà, comme ça, tac, voilà. Donc sa vitesse augmente, son altitude augmente, donc son énergie augmente, et ça c'est dû au travail de la force de traction. Alors maintenant, quelle est la formule? Pour trouver l'énergie correspondante, quelle est la formule? La formule, la voici. Hein. Donc c'est un opérateur mathématique. Hein. Et on a deux vecteurs. Ici, on a un point, et ça se dit F scalaire AB. Hein. C'est un opérateur mathématique. Alors il y a deux façons de le calculer. Première façon, c'est... alors ça, il faut l'apprendre. Hein. C'est la norme de chaque vecteur multiplié par un angle. Alors cet angle, vous voyez, c'est l'angle alpha, là, c'est l'angle entre le vecteur f et le vecteur AB. Je l'ai mis là, voilà. Le vecteur AB, il est comme ça. Le vecteur f, au départ, on le met à sa position de départ. Il y a un angle alpha, c'est cet angle-là. D'accord? Voilà, donc ça, par cœur. Ça, par cœur, hein, bien sûr. Alors, ça se dit... cette expression, ça se dit travail de la force F entre les points A et B, et c'est des joules. C'est l'énergie apportée au corps là, qui se déplace. Ça correspond à ça. Alors bon, ça c'est bon, ça vous le savez, bon, c'est les normes, ok, et angle, on l'a dit, d'accord, entre les vecteurs AB et F. Alors il y a une deuxième formule, parce que parfois on n'a pas la distance AB par exemple, hein, mais on a les coordonnées des vecteurs. Hein. Alors il y a deux formules possibles, donc la formule initiale c'est la même, hein, c'est F scalaire AB. Alors soit on le calcule comme ça, selon les données, ou soit on le calcule
comme ceci. Alors, simplement, je vais faire un tout petit rappel. Il faut que je vous dise quelque chose en maths, parce que je ne sais pas si vous le savez, je pense que vous le savez, mais je voudrais être sûr. Donc, voilà. Donc, ça concerne les coordonnées d'un vecteur. Hein. Donc là, j'ai le vecteur AB ici, point A, point B. Le point A a des coordonnées x, a, y, a. Le point B a des coordonnées x, b, y, b. Alors, quelles sont les coordonnées du vecteur AB? Bah, les coordonnées du vecteur AB, on peut dire que ça correspond à cette distance-là pour les abscisses et à cette distance-là pour les ordonnées. Donc, du coup, pour les abscisses, on va dire xb moins xa. Hein, voilà, pour l'abscisse, ça va être xb moins xa. Et pour l'ordonnée, bah, ça va être yb moins yk. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, les coordonnées du vecteur AB, hein, il faut faire on retient la formule, hein, l'expression extrémité moins origine. Hein, d'accord, xb moins xa, yb moins yk. D'accord, extrémité moins origine. Hein. On commence par le b. Voilà, on commence par l'origine du vecteur, pardon, l'extrémité du vecteur. Voilà, et on finit par l'origine. Hein, extrémité point origine. Voilà, je vais en avoir besoin. Donc je reviens ici. Alors, voilà, donc f scalaire AB, ça se calcule comme ça en mathématiques. Donc si on connaît les coordonnées du vecteur f, hein, donc fx et fy, et on multiplie par les coordonnées de l'autre vecteur. Hein. L'autre vecteur, eh bien on a dit hein, xb moins xa, yb moins yk. Et donc du coup, c'est le résultat est le suivant. Alors le résultat, c'est pas un vecteur, hein, c'est un nombre. Hein, voilà, et en l'occurrence, pour nous, ça sera une énergie. Eh bien ça fait fx facteur de xb moins xa, plus fy facteur de yb moins yk. Voilà, donc c'est un peu long à calculer, hein, c'est un peu embêtant, voilà, mais par cœur. Voilà, ça il faut le savoir par cœur. Alors quelques exemples maintenant. Parce que voilà, c'est quand même long à écrire tout ça, là, tout ça c'est quand même très long à écrire, voilà, donc il y a des cas où on va simplifier beaucoup hein, l'expression. Alors je prends ça comme exemple. Donc dans cet exemple, on voit que, vous voyez, f est collinéaire à AB. Hein, donc j'applique la formule. Alors que vaut l'angle alpha, hein. Donc je fais mon petit dessin, voilà, hein. F est collinéaire à AB, bien l'angle alpha vaut 0. Si l'angle alpha vaut 0, ça fait cosinus 0, et cosinus 0, ça fait 1. Donc du coup, ça fait le résultat, c'est norme de F fois norme de AB. Hein. Donc on écrit F fois AB. Hein, voilà, voilà, on écrit ça comme ça. Voilà, ou, alors je n'écrirai pas comme ça, hein, j'écrirai F fois AB aussi, hein, d'accord. Allez, deuxième cas. Donc on a une voiture là qui se déplace hein, lentement on va dire, et puis il y a quelqu'un qui veut entrer dans la voiture, donc il tire sur la portière et la voiture avance, d'accord hein. Donc il tire, c'est pas lui qui fait avancer la voiture, hein, d'accord, c'est une personne qui tire sur la portière de la voiture pour rentrer dedans, d'accord, et la voiture elle avance. Hein. Donc du coup cette force, la force F va se déplacer vers la droite, hein, comme je vous montre. Voilà, la voiture avance et la personne essaye de rentrer. Donc du coup à partir du moment où il y a déplacement, il y a travail d'une force. Donc on écrit la formule. Voilà, donc ce qu'on fait maintenant, on dessine F et AB, hein, le vecteur F et AB. Alors on peut le faire réellement ou par la pensée. Hein. Donc AB est comme ceci, F est perpendiculaire. Donc du coup, l'angle alpha est ici et il vaut 90 degrés. Cos 90 degrés, ça fait 0. Donc du coup, le travail vaut 0, hein, ici. Donc l'expression, on dit que le travail est bien sûr nul, on dit aussi que cette force ne travaille pas. Hein, c'est-à-dire que cette force, elle n'apporte pas d'énergie, le travail de cette force n'apporte pas d'énergie à la voiture, elle n'enlève pas de l'énergie à la voiture non plus, voilà. Hein, le travail est nul. Voilà, travail nul, force inefficace pour faire avancer ou freiner le mobile. Voilà, on dit que la force F ne travaille pas. Alors, maintenant, comme ceci, alors toujours pareil, alors il y a une personne qui tire, voilà, on va dire qu'il tire comme ça, quand la voiture se déplace, hein, voilà, dans ce sens-là, comme ça. On écrit l'expression de la force, F fois AB. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'angle alpha? Alors, on va dessiner correctement les deux vecteurs, voilà. Et bien, ce qu'on voit, c'est que l'angle alpha est supérieur à 90 degrés. Et donc, on sait qu'un cosinus dont l'angle alpha est supérieur à 90 degrés, ça fait quelque chose de négatif. Donc là, on va avoir une valeur négative. Hein. Le travail peut être négatif, hein, et ça a une signification bien précise. Hein. Voilà, le travail est négatif, alors on dit que le travail est résistant. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans ce cas-là que le travail de cette force a tendance à enlever de l'énergie au système. Voilà, c'est ça que ça a tendance à enlever de l'énergie mécanique au système. C'est-à-dire que la personne qui tire là comme ça, bon là, il va de soi que la voiture elle va rouler à vitesse constante, mais ça veut dire qu'elle va consommer
tout petit peu plus d'essence qu'avant, parce que la personne empêche la voiture d'avancer. Donc il va y avoir une toute petite consommation d'essence en plus. Voilà. Donc le terme, quand le travail est négatif, le terme est le suivant, dit que le travail est résistant. Concrètement, là, ça veut dire que cette force s'oppose au mouvement de la voiture. Voilà, force qui a tendance à faire perdre de l'énergie au système. Voilà, oui, alors je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, donc quand le travail est positif, on dit que le travail est moteur, hein, c'est-à-dire que le travail de cette force va donner de l'énergie, davantage d'énergie au mobile. Voilà, ok. Alors maintenant, dernier cas, alors j'ai pas dessiné de voiture, hein, j'ai mis que la force. Hein. Voilà, le travail de la force est comme ça. Donc on dessine le vecteur F et le vecteur AB, hein, comme ça, donc on met la formule. Au brouillon, on dessine comme ça, et on voit que l'angle vaut 180, et cosinus 180, ça vaut moins 1. Donc là, la force, c'est moins F fois AB, F et AB étant les valeurs. Attendez, voilà, hop. Donc ça fait moins F fois AB. Alors maintenant, on va faire un exemple avec l'autre formule. Par exemple, voilà, j'ai un funiculaire qui monte comme ça, et on demande de calculer le travail du poids. Donc là, vous voyez, vous n'avez pas la distance G1, G2, vous n'avez pas d'angle, mais vous avez des coordonnées. Donc là, il faut se dire, on utilise l'autre formule. D'accord ? Alors, on écrit la formule. Donc, le travail du poids entre G1 et G2, donc ça se note comme ça, hein. Travail du poids entre G1 et G2, et donc c'est P scalaire G1, G2. Donc ça fait PX, PY, voilà, PX, PY, extrémité moins origine, X2 moins X1, Y2 moins Y1. D'accord ? Et donc il faut mettre maintenant les valeurs. Hein, voilà. Donc PX, donc on projette P sur l'axe des abscisses, on trouve 0. PY, donc ça fait moins P, ce qui fait moins MG. Voilà. Alors je ne sais pas si je l'ai fait progressivement. Bon, voilà. Si. Donc moins MG, et puis j'ai recopié. Et ensuite on met les valeurs. Hein, XG2, c'est celui-là. Alors je ne sais pas si j'ai mis les valeurs. Oui, alors non, j'ai pas mis les valeurs. Donc du coup, ça fait ça fois ça moins ça fois ça. Donc ça fois ça fait 0. Donc on va retrouver que ça. Et ça sera toujours le cas avec le poids. Comme la projection sur X est nulle, on aura toujours un des membres qui va s'en aller. Toujours. Donc voilà le résultat final, et donc du coup, Y2 c'est celui-là, Y1 c'est celui-là, je ne sais pas si j'ai fait l'application, oui j'ai fait l'application numérique. La masse, oui elle y est, G on l'a, bon on fait l'application numérique, voilà, 85 moins 51, et donc ça fait ceci, voilà. Donc le travail est négatif, ça veut dire que cette force, donc elle est résistante, et elle a tendance à faire perdre de l'énergie au système. Voilà. Donc du coup, pour que le funiculaire monte, il faut qu'il y ait le travail d'une autre force qui compense, hein, celle-là. Voilà. Bon voilà. Alors, vous faites l'exercice 1. Vous mettez en pause et vous faites l'exercice 1. Ça. Et puis ça. Exercice 1. Bon, je le corrige. Alors, on a un plan incliné, un mobile qui glisse sur le plan incliné, et ce mobile est soumis à 3 forces, hein, le poids, la réaction du support, la force de frottement. Vous avez ces distances-là, vous savez que AB fait 7,5 mètres, et on vous demande de calculer le travail des 3 forces, et comme donné, vous avez en plus la norme des 3 forces. Alors, on va comment? Donc on calcule le travail de la force Rn. Hein. Alors on écrit travail entre A et B de la force Rn. Alors c'est égal à quoi? Alors on voit que Rn est perpendiculaire à AB tout du long. Donc on écrit ça comme ça, 0, et puis on peut écrire car Rn est perpendiculaire à AB. Voilà, tout simplement. Voilà pour le premier. Pour le deuxième, travail de la force de frottement. Travail entre A et B de la force de frottement. Égal. Alors, la force F est opposée au vecteur AB. Donc du coup, on va voir moins F fois B. Donc on peut écrire directement comme ça, moins F
fois AB. On peut écrire ça directement comme ça. Moins F fois AB, donc moins, alors F 1,1 fois AB 7,5. Voilà, donc ça je l'ai fait, donc ça fait moins 8,3 joules. Voilà, et enfin travail entre A et B du poids P égale. Alors on regarde un petit peu ce que vous avez, vous voyez, alors on a A et B mais on n'a pas d'angle, donc ça va être embêtant, mais en ayant le 6 et le 4,5 on peut avoir les coordonnées, hein, x, y, etc. Donc du coup on va utiliser la deuxième formule. Hein. Donc on écrit P scalaire AB, donc on écrit d'abord la formule théoriquement, hein, donc Px, alors là c'est pas Z, c'est Y, donc Py, scalaire, quoi, fois, extrémitément origine, donc xb moins xa, yb moins yk, égale. Alors px, hein, si on projection sur x, ça fait 0, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sur y, eh bien, on a la valeur de p, donc c'est négatif, hein, donc ça fait moins p, hein, je vais écrire ça comme ça, moins p, fois, alors xb c'est 6, 6,0, moins xa, ben xa c'est 0, YB, donc c'est 0, il faut faire attention, YB c'est 0, et YA c'est 4,5. Donc du coup, travail entre A et B de la force P, eh bien ça fait ça fois ça. Hein. Donc ça fait moins P fois moins 4,5, ce qui fait moins, alors P ça fait 4,1. Oui, alors donc moins par moins ça fait plus, hein, 4,1 fois 4,5. Ça fait 18 joules. Voilà pour l'exercice 1. Alors on reprend le cours. Voilà. Alors ici. Alors maintenant je vais parler de quelque chose de très important, sont les forces conservatives. Alors je vais donner deux définitions. Alors ça vous l'admettez, hein, et alors ça vous l'admettez, mais je vais quand même le montrer, hein, je vais le démontrer après. Hein. Donc pour l'instant, voilà, vous l'admettez. Donc c'est une force qui ne modifie pas, l'énergie mécanique d'un corps en mouvement. J'aurais plutôt dire force dont le travail ne modifie pas. Hein, c'est une force qui se déplace. Hein, j'ai oublié, hein, donc corriger. Force dont le travail ne modifie pas l'énergie mécanique d'un corps en mouvement. Donc c'est contraire à ce que je vous ai dit. Hein. Je vous ai dit, ma main qui tracte la calculatrice effectue un travail, et c'est grâce à ce travail que l'énergie mécanique de la calculatrice augmente. Voilà, donc ça on verra. Alors, donc là c'est plus abstrait, donc ça faut l'admettre. C'est une force qui est associée à une énergie potentielle. Donc le poids P est associé à l'énergie potentielle de pesanteur. Voilà, et la force électrique est associée à l'énergie potentielle électrique. Voilà, donc l'énergie potentielle électrique, son expression n'est pas au programme, donc j'en parlerai pas. Mais voilà, il existe une énergie potentielle électrique. Alors maintenant, les propriétés qui sont importantes. Parce que bon, alors pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a un théorème. Alors vous avez vu le théorème de l'énergie cinétique, mais il y a un autre théorème qui est mieux, c'est le théorème de l'énergie mécanique. Et il faut que je le démontre. Voilà, donc c'est un peu long. Donc il faut d'abord que je parle des propriétés des forces conservatives. Alors, je vais calculer le travail d'une force de frottement quand elle se place d'un point A à un point B, mais pas d'une façon rectiligne, hein, d'une façon un petit peu compliquée, on va dire. Voilà. Donc ce que j'appelle compliqué, c'est ça. Donc j'ai un corps qui se déplace entre A et D, mais avec le chemin bleu, là, hein, le chemin bleu, et donc le corps il frotte, hein, c'est une vue de dessus, voilà, et il y a une force de frottement. Donc je calcule, voilà, le travail, voilà, sur le chemin bleu. Alors le travail sur le chemin bleu, je peux dire de la force F, ben, je peux dire que c'est le travail de la force F entre A et B, c'est ce que j'ai écrit ici, plus le travail de la force F entre B et C, c'est ce que j'ai écrit ici, et plus le travail de la force F entre C et D, c'est ce que j'ai écrit là. Donc on va calculer chacun de ces travaux-là, chacun d'eux. Alors, le premier travail. Donc là, le premier travail, eh bien, ça va être moins F fois AB, hein, d'accord?
Ensuite, le deuxième travail. Alors je fais le petit schéma parce qu'il y avait une astuce, il faut faire attention, la force de frottement, elle s'oppose toujours au déplacement. Hein, donc la direction de la force de frottement change hein, en fonction du trajet. Là, hein, voilà. Donc ensuite, la force de frottement se déplace entre B et C. Voilà. Et son travail, eh bien, ça va être moins F fois BC. Voilà. Enfin, le dernier parcours, le mobile se déplace entre C et D et il frotte. Et la direction de la force de frottement donc s'oppose au déplacement, donc elle est comme ceci. Et on fait le déplacement, voilà. Et donc ça fait moins F fois CB. Alors je mets F en moins F en facteur. Voilà, ben voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Le travail de la force F le long de ce parcours, c'est égal à ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais calculer le travail de la force F directement. Je vais imaginer que la force F, le déplacement du mobile se fait directement de A à D. D'accord? Donc je calcule. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je pense que la différence là. Je sais pas, aucune différence. Bon. Alors, chemin direct, hein, chemin direct, et eh bien, donc la force F voilà, s'oppose au mouvement entre A et D, donc ça va faire moins F fois AD. Hein, le corps se déplace directement. Voilà, AD, voilà, et donc ça fait ça. Donc ce qu'on peut dire, le bilan c'est que le travail de la force F, quand la force F entre A et D, hein, le point de départ et le point final, c'est le même. Mais le chemin pour y parvenir est différent. Hein. Chemin bleu, chemin direct. Eh bien, le travail est différent. Voilà, le travail, la valeur en joule est différente. Hein, il y a plus d'énergie dépensée ici hein, que là. D'accord, c'est différent. Alors maintenant, on va le faire avec une force conservative, et on va voir que là, dans ce cas-là, c'est la même chose. Alors, le poids, c'est une force conservative. Donc, pareil, je fais la même chose. Hein. Donc voilà, donc je calcule le travail du poids entre A et B. Alors le poids est perpendiculaire au déplacement, donc ça va faire 0. Voilà. Voilà, ici. Alors maintenant, entre B et C. Hein, B et C, alors par la pensée, on voit que le poids, il est vers le bas, B et C aussi. Donc le poids est collinaire de même sens au vecteur déplacement. Donc ça va faire P fois BC. Plus P fois BC. Voilà. Alors après, la dernière partie, alors là ça se complique un petit peu, alors je crois, voilà, la dernière partie ça se complique un petit peu parce que le vecteur P est comme ceci, et la distance CD est oblique, donc on fait un petit schéma. Donc ici on connaît l'angle bêta qu'on reporte, donc on va dire que dans ce cas-là, bah, c'est P fois CD fois cosinus bêta, d'accord? Voilà, un P, CD, cosinus bêta. Alors, ce que je vais faire, alors j'en ai besoin pour ma démonstration, je vais exprimer BC, même si ça paraît bizarre, en fonction bêta, hein, j'en ai besoin. Donc l'angle BC, alors je vais travailler dans ce triangle rectangle ici, donc je prends les angles alternes internes égaux ici, hein, voilà, et j'exprime cosinus bêta. Cosinus bêta c'est adjacent sur hypoténuse, donc c'est BC sur AC. Voilà, BC sur AC, et j'exprime BC. BC c'est AC cos bêta. Voilà, et ça je le mets ici. D'accord? Donc j'ai AC cos bêta, P AC cos bêta, bon, je crois que j'ai dû le mettre, voilà, on y va doucement, voilà, donc là le 0 je ne l'ai pas mis, donc P AC cos bêta, et ça je recopie. Donc je peux mettre P cos bêta en facteur, et je vais avoir AC plus CD, hein, AC plus CD, hein, d'accord? Donc du coup voilà, voilà, AC plus CD, voilà, j'ai sauté une étape, hein, parce que AC plus CD, ben, ça fait AD, d'accord? Voilà, j'ai sauté une étape. Voilà, voilà ce que je trouve. Donc du coup, en passant par le chemin bleu, voilà ce qu'on trouve. Alors maintenant, chemin direct. Chemin direct entre A et D, et le travail du poids, voilà, on fait, le poids fait ce déplacement, là, direct. Bon, ben, j'applique la formule, hein, c'est P AD cosinus bêta. Voilà, voilà. Donc du coup, vous voyez, cette fois-ci, on trouve la même chose. Hein. Quand le poids se déplace de A à D par le chemin bleu ou par le chemin direct, on trouve pareil. D'accord? Ah, donc ça, c'est important. Donc quand on a une force conservative, eh bien en fait, ce qui compte,
pour calculer son travail, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Après, on peut prendre n'importe quel chemin qu'on veut, on trouvera toujours la même chose. Donc, on ne va pas se casser la tête, on va prendre le chemin direct. D'accord, hein, le travail d'une force conservative ne dépend pas du chemin parcouru, mais bien de la position initiale et la position finale, c'est ça qui est important. Voilà, donc le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi, il ne dépend que des positions initiales et finales. Ceci est une propriété des forces conservatives. Donc là, voilà, donc c'est-à-dire que là j'ai pris encore un autre chemin possible. On imagine que le poids se déplace comme ceci. Bon, bah, ça serait compliqué de calculer le travail par ce chemin-là. D'ailleurs, je ne vois pas trop comment on fait. Mais donc ce qu'on sait, c'est qu'il va être égal au travail avec le chemin direct. Donc c'est ce qu'on prendra toujours. On prendra le chemin direct. Hein. Voilà, donc là la courbe C, donc c'est égal au travail du poids sur la courbe C. Et voilà ce qu'on retient. Pour calculer le travail d'une force conservative, on choisit toujours le chemin direct. Alors, maintenant la démonstration du théorème de l'énergie mécanique. Donc je vais partir d'une situation concrète, cette situation-là. Donc là j'ai un glaçon, on va dire, qui glisse sans frottement le long de ce plan incliné, et puis ensuite le long de ce plan incliné qui est encore plus incliné. Alors qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'altitude de départ, la vitesse initiale, il glisse sans frottement, on connaît l'altitude finale, mais on ne connaît pas l'altitude intermédiaire. Voilà, donc je vais d'abord calculer les deux travaux. Hein. Travail de P, travail de Rn, sur le trajet ABC. D'accord? Alors, le travail de P sur le trajet ABC. Alors, je vais appliquer ce qu'on a dit maintenant, c'est une force conservative, donc je calcule le travail sur le chemin direct entre A et C, puisque j'ai les coordonnées A et C, donc ça m'arrange bien. Voilà, donc c'est le travail entre A et C du poids P, PAC. Je mets donc les coordonnées, hein, PX, PZ. Ah ouais, alors je l'ai mis directement, alors oui, ok, bon, il aurait peut-être fallu mettre PX, PZ. Bon, alors donc là, la coordonnée sur l'abscisse du vecteur P est nulle, et son ordonnée, bah, c'est moins G. Hein, voilà. Ensuite, eh bien, on met XC, hein, alors bon, XC moins XA qui vaut 0, et ZC, hein, extrémité moins origine, hein, ZC moins ZA. Donc du coup, j'obtiens la formule moins mg, hein, puisque ça fois ça fait 0, donc j'obtiens moins mg ZC moins ZA. Voilà. Je distribue le signe moins parce que j'ai pas envie de l'avoir là, donc ça va faire mg ZA moins ZC. Voilà. Ensuite, l'autre. Alors l'autre. Le travail de Rn entre A et B, ben, il est nul puisque Rn est perpendiculaire à AB par définition. Et puis entre B et C, ben, on va voir Rn qui va être perpendiculaire à BC, donc nul aussi. Voilà. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Alors maintenant, je vais avoir besoin du théorème de l'énergie cinétique, donc je le rappelle. Donc vous savez que le théorème de l'énergie cinétique, c'est donc la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces. Donc en fait, vous connaissiez la notion de travail, hein, puisque vous connaissiez le théorème de l'énergie cinétique. Donc la variation d'énergie cinétique d'un système, d'un corps, est égale à la somme des travaux des forces appliquées au système, et ça se note comme ça, donc bien sûr en rouge, il faut le savoir. Hein. Voilà. Donc variation d'énergie cinétique, somme des travaux des forces extérieures. Donc là, en l'occurrence, on va avoir le travail de P plus le travail de Rn. Hein. Voilà. Donc quand on utilise le théorème de l'énergie cinétique, il faut l'utiliser comme la formule MA égale somme des forces extérieures, hein, donc il faudra préciser système, référentiel, bilan des forces, faire les schémas, etc. etc. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique au système, là, au solide S, d'accord. Et je vais trouver que l'énergie mécanique se conserve. Voilà. Bon, donc j'applique. Donc système solide S, référentiel terrestre galiléen, le bilan des forces, on a dit P et Rn, ces deux forces-là. On applique le théorème de l'énergie cinétique. Donc c'est égal au travail de P plus le travail de Rn. Voilà. Le travail de P, on l'a trouvé ici, on l'écrit, et le travail de Rn, on a trouvé que c'était 0. Voilà. Alors maintenant, je vais utiliser ça. Pour exprimer l'énergie du solide S. Hein. Donc l'énergie du solide S, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle.
D'accord. Donc ce que je vais commencer par distribuer ici, là. Hein. Je distribue ici. Hein. Donc je vais avoir MGZA moins MGZC. Hein. Donc je l'écris. Voilà, ici. MGZA moins MG. Et maintenant, tout ce qui concerne C, je le mets à gauche. Et tout ce qui concerne A, je le mets à droite. Donc ça, je le place à gauche. Et ça, je le place à droite. Voilà. Donc j'ai EC plus MGZC est égal à ECA plus MGZA. Mais ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie potentielle. Alors je ne sais pas si je l'ai écrit, voilà, j'aurais dû peut-être l'écrire. Ça, c'est l'énergie potentielle. Et EC plus EP, c'est l'énergie mécanique. Donc là, c'est EC que j'ai. Hein. Ça, c'est l'énergie potentielle en A. Donc c'est EPPA. Donc ECA plus EPPA, ça fait ECA. D'accord? Pardon, EMA. Donc j'ai EMC qui est égal à EMA, ça veut dire que l'énergie mécanique est constante. Voilà, l'énergie mécanique ne varie pas dans ce cas-là au cours du temps, voilà, lors du mouvement. Alors du coup, il y a 3 conséquences à ça. Alors, pourtant je vous avais dit, je reprends mon exemple de ma calculatrice, quand une force travaille, voilà, dans cet exemple-là par exemple, elle fait gagner de l'énergie au système. Ou elle peut en perdre si le travail est négatif. Mais la force P travaille là, hein, la force P travaille, et le système n'a pas gagné d'énergie. C'est parce que c'est une force spéciale, qu'on appelle force conservative, et donc un système qui est soumis à une force conservative, à des forces conservatives, eh bien, a son énergie mécanique qui ne varie pas, qui est constante. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, s'il y a des forces non conservatives, c'est le cas de Rn. Rn, c'est pas une force conservative. Mais si cette force ne travaille pas, vous voyez, elle ne travaille pas, son travail est nul, eh bien à ce moment-là, l'énergie mécanique est constante. D'accord? Donc c'est ça qu'on va commencer par écrire. Hein. Alors je lis. Hein. Un système qui n'est soumis qu'à des forces conservatives et ou à des forces qui ne travaillent pas, possède une énergie mécanique constante. Voilà, ça c'est ce qu'on vient de voir. Alors je rappelle que le poids et la force électrique sont des forces conservatives et que vous devez le savoir. Alors la conséquence 2, je l'ai dit, d'une façon générale, les forces, le travail des forces, hein, les travail des forces modifient l'énergie d'un corps, sauf les forces conservatives qui, elles, ne modifient pas le travail. Alors, le travail d'une force modifie l'énergie d'un système, sauf pour certaines forces appelées forces conservatives. Le travail des forces ne modifie pas l'énergie du système. Voilà, EM égale constante. Alors, donc, tout ça, vous voyez, je ne l'ai pas mis en rouge, parce qu'en fait, je vais le rassembler dans ce qu'on appelle le théorème de l'énergie mécanique. Alors, le théorème de l'énergie mécanique, dans son écriture, il ressemble beaucoup. Alors, attendez, voilà. Au théorème de l'énergie cinétique. Hein. Voilà, on va avoir une variation d'énergie ici, hein, et ici on va voir la somme de travaux. Hein. Mais c'est un peu différent, je vous montre. Voilà. À la place d'avoir une variation d'énergie cinétique, on a une variation d'énergie mécanique. L'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Et c'est égal à la somme des travaux des forces extérieures, mais vous voyez, il y a ce petit NC qui est très important, qui est rajouté, et qui veut dire non conservatif. Non conservative. Donc, les forces que l'on place ici, hein, dont on s'occupe, c'est les forces non conservatives. Hein, par exemple, on ne mettra pas le travail du poids, parce que c'est un travail conservatif. On ne mettra pas la force électrique, parce que ce sont des forces conservatives. On mettra par contre la force de frottement. On mettra la force de traction. On mettra la réaction du support. Voilà. Donc la phrase correspondante, c'est ça. Hein, la variation d'énergie mécanique d'un système est égale à la somme des travaux des forces non conservatives, vous voyez, voilà, pour faire la différence avec le théorème de l'énergie cinétique, appliqué au système. Alors on va faire des exemples hein, pour que vous compreniez, parce que voilà, il est très pratique, ce théorème, parce qu'en fait, souvent vous avez le poids, vous calculez, c'est des problèmes avec le poids, mais comme le poids on ne le met pas ici, on n'a pas besoin de calculer son travail, c'est ça qui est pratique. Parce que parfois c'est pas simple de calculer le travail du poids, voilà, il faut faire PX, PZ, extrémité moins origine, voilà, et donc avec ce théorème on n'a pas besoin de calculer le travail du poids, tandis qu'avec le théorème de l'énergie cinétique, puisque
on calcule la somme des travaux de toutes les forces, il faut calculer le travail du poids. Voilà, c'est en ça que c'est mieux, hein, ce théorème. Alors, petite remarque cependant, quand l'énergie mécanique est constante, il y a quelque chose qu'il faut savoir, et j'en parle. Alors, on a un système dont l'énergie mécanique est constante. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, qui est constante donc. Hein. EM égale EC plus EP. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si l'énergie cinétique augmente, par exemple, du système, bah, forcément son énergie potentielle ne peut que diminuer, puisque la somme des deux doivent être constants. Et on peut même dire que, pour préciser même davantage, on peut dire que leurs variations sont opposées. Hein. C'est-à-dire que si ça augmente de 2, bah forcément l'énergie potentielle diminue de 2, hein, pour que ça soit constant. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai écrit. Alors ça, vous voyez, je l'ai mis en rouge. Hein. Donc si EM égale constante, quand EC diminue, alors EP augmente et réciproquement. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On dit qu'il y a transfert d'énergie cinétique en énergie potentielle. Par exemple, voilà, on a un corps qui descend, hein, un caillou qui tombe. Bon, sa vitesse va augmenter, donc son énergie cinétique va augmenter. Mais comme il descend, son altitude baisse, donc son énergie mécanique va diminuer. Donc si on considère, si on néglige les frottements, donc il n'y a que le travail du poids, l'énergie mécanique du caillou est constante, et l'augmentation de l'énergie cinétique est due à la diminution de l'énergie potentielle. Alors voilà, donc on va faire 2 exercices pour que vous compreniez concrètement ce qu'il faut faire. Voilà, deux types d'exercices, il y en a plein des exercices. Hein. Alors oui, non, c'est des règles d'abord. Alors, d'une façon générale, quand vous devez étudier comment ça s'appelle, des exercices de mécanique sans F égale ma, avec l'aspect énergétique, on dit, vous prenez l'énergie, vous prenez le théorème de l'énergie, le théorème de l'énergie mécanique. Hein, voilà. Vous appliquez le théorème de l'énergie mécanique. Alors, sauf un cas, si vous avez la force électrique, vous ne pouvez pas utiliser le théorème de l'énergie mécanique parce que vous ne connaissez pas l'énergie potentielle électrique. Voilà, c'est pas au programme. Donc dans ce cas-là, vous appliquez le théorème de l'énergie cinétique. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc vous appliquez le théorème de l'énergie mécanique. Sauf si la force électrique est présente. Dans ce cas-là, vous appliquez le théorème de l'énergie cinétique. Hein. Donc d'abord, voilà. D'abord, c'est le théorème de l'énergie mécanique. Alors, ici, vous ne pouvez pas. Si FE, théorème de l'énergie cinétique. Alors, les exercices. Voilà, premier exercice. Alors, on vous demande quelle est l'expression de la vitesse de la bille VB quand elle frappe le sol. Alors ça, c'est un exercice qui est très rapidement fait en faisant une étude énergétique de la bille. Si on peut le faire avec F égale ma, hein, avec la deuxième loi de Newton, mais c'est très compliqué. Hein, voilà, il faut trouver l'expression de la vitesse ici. Donc Vx, Vy, ensuite ça va être racine carrée de Vx carré plus Vy carré, mais il faut injecter la durée du parcours dans l'expression, donc c'est très 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 compliqué. Et vous allez voir, avec le théorème de l'énergie mécanique, c'est très simple. Alors on y va, donc on fait l'exercice. Donc système bille, référentiel terrestre galiléen, donc on néglige les frottements, donc dans le bilan des forces il n'y a que P. Alors, on précise que c'est une force conservative, hein, dans ce cas-là, parce que, justement, on ne le mettra pas dans le théorème de l'énergie mécanique. On écrit le théorème de l'énergie mécanique. Donc finalement initiale, hein, EMB moins EMA, hein, énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale. Donc, c'est égal à la somme des travaux des forces extérieures non conservatives. Nous, on n'a qu'une force conservative, donc on va mettre 0 ici. Voilà, 0. Donc, du coup, on a EMB égale EMA. Hein. Allez, et maintenant, donc, il faut mettre les EC plus EP hein, de chaque côté, voilà. Et puis EC 1,5 de MV2, EP MGZ, voilà, hein, on met tout. Alors, on voit que les M se simplifient, hein, on a M ici, M ici, M ici, M ici, on les enlève. Et puis, alors maintenant, on va peut-être mettre des valeurs. Une fois qu'on a fait ça, on met les valeurs. Alors, VB, bah, c'est ce qu'on cherche, hein, on cherche l'expression de la bille quand elle frappe. ZB, bah, ZB c'est égal à 0, voilà. V0, bah, il y a une vitesse initiale. Et Z0, on vous le donne, donc ça s'arrête là. Donc du coup, bah, il faut isoler VB, et donc on va trouver une racine carrée. Alors voilà, donc voilà, on trouve ça. Donc on multiplie tout par 2, racine carrée, voilà ce qu'on trouve. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Si on doit faire ça avec la deuxième loi de Newton, c'est très compliqué.
Donc voilà, vous voyez, c'est quand même un théorème qui est très utile, hein, le théorème de l'énergie mécanique. Hein. De faire des raisonnements énergétiques, ça peut être très, très utile. Alors maintenant, on va faire un deuxième exercice avec voilà, donc ça je l'ai mis parce que c'est des rédactions classiques hein, qu'il faut savoir faire. Voilà. Souvent, voilà, faudra rédiger comme ça. Alors maintenant, avec l'électricité, alors, on lit. Donc on vous donne la charge de l'électron, la charge du proton, la masse d'un électron. On a un électron qui entre dans les armatures d'un condensateur, ici, là, avec une vitesse nulle. Il y a un champ électrique. On néglige le poids de l'électron et les frottements. Sur le schéma, tracez le vecteur champ électrique. Donc le vecteur champ électrique est dirigé vers les potentiels décroissants. Attendez. Oh ben, je crois que je ne l'ai même pas fait. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Voilà, et donc il est dirigé vers les potentiels décroissants, donc je ne l'ai pas fait, hein, donc c'est vers la gauche. Hein. Alors, on dessine la force électrique. Alors la force, donc l'électron est ici, il est chargé négativement, donc il va être attiré vers les charges plus, donc il va sortir comme ça, hein, il va se déplacer et sortir ici, quoi. Avoir cette trajectoire-là. Donc la force, il va subir une force de traction hein, de la gauche vers la droite. Alors, on donne l'expression suivante, d'accord, c'est la relation entre la tension et le champ électrique, voilà, la tension, et on vous dit que de montrer que la vitesse de l'électron au point B, c'est ça. Bon, très bien. Et bien là, il faut se laisser guider. Alors, on ne peut pas utiliser le théorème de l'énergie mécanique parce qu'on ne connaît pas l'énergie potentielle électrique, donc on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Donc on y va. Alors, système électron, bilan des forces terrestres galiléen, référentiel terrestre galiléen. Le bilan des forces, c'est eh bien c'est Fe, la force électrique, voilà, qu'on représente. Voilà. Donc l'électron est ici, et on fait une petite force comme ça, vers la droite. Voilà. On écrit le théorème de l'énergie cinétique. Donc du coup, ça va la somme des travaux, il n'y a qu'un seul travail, c'est celui de la force Fe, donc on écrit WABFE, voilà, et on calcule le travail. Alors la force est collinéaire au déplacement et de même sens, hein, donc ça va faire FE fois D, ou AB, je ne sais pas comment j'ai écrit, voilà, FE fois AB, alors on aurait pu écrire D, bon, on y va progressivement, FE fois AB, très bien. Alors, maintenant on réfléchit. Ah oui, donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'expression de la vitesse finale. Donc on va écrire l'énergie cinétique, c'est 1,5 de mVb carré, moins 1,5 de mVa carré, qui est nul, alors je ne sais pas comment j'ai rédigé. Voilà, oui, donc là j'ai mis les valeurs. Donc F, la valeur de la force F, c'est QE. Le Q, c'est la charge de l'électron, la valeur absolue. Hein. Donc c'est E fois petit e fois D. Et donc maintenant, je pense que j'ai mis les expressions. Ah oui, alors, donc avec cette expression-là, effectivement, E fois D, c'est égal à U. Hein. On avait E fois D, hein, c'est égal à U. Donc je remets. Voilà, hein. E fois D, ça fait U. Voilà. Voilà, donc on met ceci, et maintenant on isole B. Hein. Donc ça, on passe de l'autre côté. Ah oui, mais non, oui, puisque c'est égal à 0, ok. Voilà, donc on trouve ceci. Voilà, alors vous faites exercice 2, je mets en pause et vous faites l'exercice 2. Donc les exos, ils sont là. Voilà l'exercice 2. Alors je le corrige. Alors, on pousse très légèrement le glaçon qui est là, hein, très très légèrement, on le pousse un tout petit peu, puis vous voyez que ça commence à descendre là. Donc du coup le glaçon il va descendre. Alors on va supposer que sa vitesse initiale sera nulle. Hein. Donc le glaçon glisse sans frottement sur la pente verglacée, il atteint le bas de la pente avec une vitesse VB. Eh bien, on vous demande de déterminer la valeur de VB, D'accord. Donc, alors, on pourrait faire une étude avec F égale ma, avec la deuxième loi de Newton, mais on vous dit en faisant une étude énergétique du glaçon. Bon, on y va. Donc, le système glaçon
référentiel terrestre galiléen. Bilan des forces. Alors, on néglige les frottements, on a dit. Hein, je l'ai mis ou pas? Oui, le glaçon glisse sans frottement. Donc on le dessine dans la pente. Voilà, hop. On dessine le glaçon, il est comme ça. Le poids P vers le bas. Donc P. Alors, j'utilise le théorème de l'énergie mécanique, hein, on en dit, hein, en priorité. Donc, alors, EM, c'est le point B. Donc, EM final moins EM initial est égal à la somme des travaux des forces entre A et B, des forces extérieures non conservatives. Hein. Bon. Voilà, bon, j'aurais dû mettre mon dessin plus à droite, hein, non conservative. Bon, bah, donc du coup, ici, on précise que P, c'est une force conservative. Donc du coup, il n'y a pas de force non conservative, donc on va mettre 0 sur le membre de droite. Voilà, donc ensuite EMB est égal à EMA, hein, l'énergie est constante, l'énergie mécanique est constante. Voilà, ensuite, bon, bah, on écrit, hein, c'est toujours pareil, ECB plus EPPB est égal à ECA plus EPPA. Ensuite, 1 demi de MVB carré plus MGZB est égal à 1 demi de MVA carré plus MGZA. Alors, nous, on cherche ça. ZB égale 0. Voilà. VA égale 0. Voilà. Et ZA, ça fait H. Non, ZA, ça fait H. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme bilan? On a 1 demi de MVB carré égale MGH. Voilà, donc ça, je le reprends ici. Alors les M s'en vont. Donc VB est égal à racine carrée de 2GH. Voilà, racine carrée 2 fois G égale 10, on vous le donne. H 1,0. Alors ça je l'ai calculé. Ça fait racine de 20. Racine de 20. Où est-ce que je l'ai mis? Ouais, ici. Racine de 20, 4,5. Voilà. Voilà. Alors, petit 2. Alors, on vous demande de déterminer l'expression du travail du poids entre les points A et B en fonction de M, G et H. Calculer la valeur de ce travail. Bon. Eh bien, on y va. Hein. Donc, le travail du poids. Le travail du poids entre A et B. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous voyez, on n'a pas de... donc, c'est une force conservative. Hein. Donc, on peut prendre le chemin direct. Donc, on peut prendre le chemin direct, c'est-à-dire donc P scalaire AB. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on n'a pas d'angle, on n'a pas la distance AB. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut prendre l'autre formule. Donc là, il faut prendre un repère, hein, voilà, comme ça, X avec les altitudes, Z, ici, là on va mettre le point A, voilà, hop, et hop, B. D'accord, voilà, il faut prendre ça. Et donc on écrit l'expression du travail, voilà, alors j'aurais peut-être pas dû l'écrire ici, je sais pas. Donc du coup, donc ça va faire, donc je mets la définition d'abord, hein, Px, Pz, scalaire, donc extrémité main origine, xb moins xa, zb moins za. Voilà. Alors, on vous demande l'expression. Hein. Donc là, il va pas falloir mettre tout de suite les nombres. Alors, px, donc le poids p, hein, le poids p,
hop, comme ceci. Donc projection sur X, ça fait 0. Alors c'est en fonction de quoi? En fonction de mg, d'accord. Donc la projection de P sur l'axe des Z, donc ça fait moins P. Voilà, ici, donc XB, XB on n'a rien, donc on est obligé de laisser XB. Hein. XA, ça fait 0. ZB, ZB c'est 0. Et ZA c'est H. Voilà. Donc du coup, ça fois ça, et puis ça fois ça. Hein. Donc ça fois ça, ça fait 0, moins. Donc ça fait moins P fois moins H. Ce qui fait P fois H. Et P c'est Mg. MGH. Voilà. Voilà, c'est juste là. C'est juste. MGH. Voilà. C'est fait, et puis il faut calculer. Donc, hein. Alors M c'est 50 grammes. Hein. Donc ça fait 50 fois 10 puissance moins 3. G ça fait 10. Et H ça fait 1. Et ça, ça nous fait ça fait 0,05, hein, c'est ça, hein, parce que je l'ai pas là. Hein. Donc ça fait 500 fois 10-3. Hein. Ça fait 500 10-3, donc 1, 2, 3, ça fait 0,5. Ouais. 0,50 joules. Voilà. Voilà, bon, donc cette leçon est finie.